traditionnellement, je me donne à moi-même le sujet de qu'est-ce qui s'est passé cette année. Cette année, je vais avoir de l'aide. Mais voilà, le tour de la rétine en 365 jours. Est-ce que quand j'appuie sur le machin, ça fait avancer le truc ou pas? Marche pas. Et nous, on n'a pas d'écran. Oui. C'est normal? Bon. Ah, yes. Donc, on commence par ça. Dans la membrane épirétinienne, est-ce que... Oui, génial. Il y a des déformations de la fovea, on voit bien. Il y a deux types d'œdèmes. L'œdème par atteinte des couches des fibres de Henle et aussi des dégénérescences microkystiques de la nucléaire interne qui sont à des endroits divers. Hop, c'est chiant votre truc, ça passe pas bien. Voilà. Une étude d'août 21 avait déjà alerté sur le fait que cette dégénérescence microkystique n'était peut-être pas que de l'œdème, mais bien de la mort cellulaire et que c'était un facteur de mauvais pronostic, puisque sur 100 yeux, l'œdème maculaire cystoïde disparaissait en post-chirurgical alors que les lésions restaient. Ça pourrait être un signe de perte cellulaire, donc. Et une autre étude d'août 22, vous voyez un truc entre août et les dégénérescences microkystiques, a confirmé ce résultat avec un moins bon pronostic fonctionnel et une aggravation de l'œdème maculaire quand il y avait ces dégénérescences microkystiques. Du coup, je pense qu'il serait intéressant de les dépister et peut-être d'opérer un peu plus vite quand on voit ces dégénérescences microkystiques. Il y a des nouvelles sur la DMLA. On connaît tous... Oh, j'ai fait une bêtise. Des pseudodrusènes. Voilà. Ben dis donc. Une équipe de New York, de Laurence Iannuzzi, avait montré qu'en cas de pseudodrusène ou drusène bleue ou syndrome subrétinal drusènoïde déposite, il y avait plus d'accidents vasculaires cérébraux, 3 fois plus chez ces gens-là, moins de bon cholestérol et une association avec un type génétique ARMS2, qui est un type un peu de gravité, alors que ceux qui n'avaient pas de pseudodrusène avaient plus de bon cholestérol et ils exprimaient une protéine qui est une protéine protectrice. Une autre étude asiatique, parue en juillet aussi, donc il y a un truc entre juillet et les pseudodrusènes, je vous dis ça pour suivre les juillet prochain et août prochain. Là aussi, il y avait une association avec des problèmes cardiaques de tout type. 97,67% des gens qui avaient des pseudodrusènes déclaraient des problèmes cardiaques qui allaient de l'insuffisance mitrale à l'AVC, à l'hypertension, etc. Alors que dans les 100 pseudodrusènes, ce n'était qu'un peu moins de 12%. Et leur taux de bon cholestérol était plus haut et leur taux de cholestérol général était plus normal. Lorsqu'on a fait des études d'OCT-angiographiie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une diminution de l'épaisseur chondroïdienne, mais une diminution du flux. Et donc peut-être, une hypothèse, c'est peut-être que c'est cette diminution chronique du flux qui pourrait générer les lésions de pseudodrusène. En tout cas, peut-être que lorsqu'on voit ces petits trucs pointus, il faudrait adresser chez le cardiologue pour un avis et faire un bilan. Beaucoup plus classiques, les points hyperréflectifs de M. Koskas, qui sont, comme on s'y attendait, associés à une hyperpigmentation, associés à des signes de DMLA un peu plus graves. Et une étude longitudinale sur 15 ans a montré qu'en fait, il y avait une aggravation en fonction du nombre de pseudodrusènes ou de l'intensité des pseudodrusènes. Il y avait des cas beaucoup plus sévères. Il y a eu, entre le 13 et 15 juillet, l'association des spécialistes de la rétine américain qui s'est réunie. J'ai retenu ça juste parce que j'aime bien le prénom de justice, mais il a repris les cas de Hawk, il a repris la présence de fluide dans les cas de Hawk. Et en fait, bien évidemment, les cas qui voient le mieux, c'est ceux qui n'ont pas de fluide et qui ont une rétine externe intacte. Ça, on s'en doutait. Ceux qui ont une rétine externe altérée ont la moins bonne acuité visuelle. Ça, on s'en doutait aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui arrive de plus en plus, c'est que la présence de fluide sous-rétinien stable a une meilleure acuité visuelle que lorsque le fluide sous-rétinien varie. Ce qui fait qu'il faudrait peut-être traiter plus intensément ceux dont on voit le fluide varier. C'est une idée à garder en mémoire. Enfin, il y avait l'atrophie rétinal meeting, vous savez, le truc, je vous l'ai refait, avec I, c'est incomplète, C, c'est complète, Aura, c'est outer rétinal, l'épithélium pigmentaire est encore bien, Rora, c'est avec l'épithélium pigmentaire qui est atteint en même temps. Irora, c'est Rora. Voilà, ça c'est un truc d'il y a 3 ans.
Et comme on va commencer à traiter les DML atrophiques, on va commencer à s'occuper de ces stades. Ils ont défini cette année que l'hypertransmission du signal devait être au moins 250 microns de diamètre et l'interruption des lignes de l'EP d'au moins 250 microns de diamètre. Pour faire ça, il faut avoir un OCT en face pour mesurer dans tous les sens le diamètre. Et puis, il y a un petit nouveau cette année, c'est la nascent GA, c'est-à-dire l'atrophie naissante, qui en fait est une espèce d'effondrement de la plexiforme externe et de la nucléaire interne. Et alors, ils disent qu'une zone hyporéflective des couches de la fibre de Henle. Ils disent que ce n'est pas pareil que le Cérora. Moi, quand je vois l'atrophie complète, je trouve que ça ressemble beaucoup. Mais ils disent que ce n'est pas pareil. En tout cas, il y a une étude de la LEAD qui a montré que le taux d'atrophie dans les 2 ans était de 38%, ce qui est quand même énorme. Et à part ça, ce qui m'a intéressé cette année, c'est une association, une étude de Singapour, une association entre glaucome et néphropathie chronique. Ils ont pris leur sécurité sociale à eux, ils ont croisé les cas. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que dans les cas de néphropathie chronique, ils ont un glaucome dans 18% des cas, ce qui est incroyable. Et même, en cas d'association avec un diabète, dans 42% des cas. Et dans l'autre sens, les gens qui ont des néphropathies chroniques ont 3,6 fois plus de chances d'avoir... flûte, il faut que je revienne en arrière. D'avoir un glaucome. Donc, il faut peut-être adresser nos glaucomateux pour un bilan néphro. Depuis longtemps, on sait qu'il y a des ARN ALU, c'est des ARN particuliers qui génèrent des cytokines cytotoxiques qui sont autocrines, c'est-à-dire qu'en fait, elles sécrètent et elles se bouffent elles-mêmes, la cellule. Alors, je vous ai mis le nom, en activant ce truc-là. Je vous ai mis le nom parce que c'est impossible. Et ça crée la mort des cellules de l'EP. Figurez-vous que le Prozac inhibe l'activation de cet inflammasome NLRP3. Bon, ils ont fait des injections intravitréennes de Prozac à des souris et ils ont découvert que ça diminuait l'inflammation des souris. Ça, c'est bien, mais là, on va passer de la souris à l'américain. Ils ont repris les cas, leur National Health machin, là, ils ont pris leurs cas, ils ont fait des statistiques sur 100 millions d'Américains, ceux qui sont sous Prozac ont moins d'atrophie géographique que les autres. Donc, voilà, peut-être une solution. Voilà. Et la suite des news, je suis aidée par 2 petits jeunes qui viennent me faire ce qui s'est passé à l'American Academy et ce qui s'est passé à Euretina. J'ai délégué.